Bonjour à tous, donc bienvenue pour ce webinaire Nolio, le numéro 2 donc de l'année. Et le sujet de ce webinaire donc, portera donc, sur la prévention des blessures et le lien avec la charge d'entraînement. On va faire rapidement le résumé du webinaire, comme ça vous savez de quoi on va parler précisément. Donc on va parler de prévention des blessures, quels outils pour prévenir les blessures vis-à-vis de la charge d'entraînement, quelle synergie entre athlète, coach et le corps médical. Il y a une petite coupure de courant chez nous, mais ça va revenir. Quelle synergie donc entre l'athlète, le coach et le corps médical pour justement dans ce but d'éviter les blessures. On va parler également mesure de la charge, quels outils et quels apports des plateformes d'entraînement dans la prévention des blessures, vraiment comment ces nouveaux outils technologiques peuvent nous permettre d'éviter les blessures. Et également, donc, comment choisir ces indicateurs de charge en fonction de sa pratique, en fonction de ses caractéristiques personnelles, de ses préférences, de son appétence par rapport à la technologie aussi. Et c'est les principaux sujets qu'on va traiter. Le programme, donc pour que vous sachiez vous repérer dans le webinar, on parlera donc tout d'abord de Nolio, donc c'est l'organisateur, donc nous, du webinar, et également de nos intervenants. Donc Théo, bonsoir Antoine, et bonsoir Thomas. Salut à tous. Voilà, donc pour commencer, ce sera Antoine, donc, qui est kiné et coach, qui nous parlera de notions de charge d'entraînement. Il a rédigé un mémoire sur l'apport des plateformes d'entraînement sur la prévention des blessures. Ensuite, on aura Thomas Laure-Blanchet qui nous présentera un des outils pour quantifier la charge et essayer de prédire les blessures. Il en parlera sans doute mieux que moi, c'est l'ACWR, cet outil. Et ensuite, on aura la structure CAP Prévention représentée par Théo, qui nous parlera donc du travail préventif dans l'entraînement avec donc ses connaissances de kiné. Et après, on aura la traditionnelle session de questions-réponses si vous avez des questions par rapport au webinar. Je vais laisser la parole à Alexandre à propos de Nolio. Donc, Alexandre, c'est le fondateur donc, de Nolio. Donc, je le laisse présenter. Ouais, bonsoir à tous. Bon, vous l'avez compris, hein, le but de ce soir, c'est pas de vous présenter Nolio, mais c'est juste un petit rappel pour ceux potentiellement qui seraient inscrits au webinaire et qui connaissent pas. Donc nous, Nolio, on est une solution de plateforme d'entraînement en ligne pour les coachs et les athlètes. Donc l'idée, c'est de tout centraliser les données pour le sportif et pour les coachs. On est branché aux différentes sources de données, etc. Et vous verrez que du coup ce soir, certaines données comme la CWR, etc. sont présents sur Nolio. Voilà, donc c'était juste pour vous rappeler voilà, qu'on était une plateforme d'entraînement et donc on organise ce soir ce webinaire avec les intervenants là, ce soir qui nous font le plaisir et l'honneur d'être présents. Voilà, et du coup je te repasse la parole, Paul. Du coup, nos intervenants, donc, je les ai présentés. On a Antoine, on a Thomas, on a Théo. Pourquoi est-ce qu'on a choisi donc, ces intervenants? L'idée, c'était de mettre en perspective les avis d'experts. Donc, tous les trois, ils ont la double casquette kinésithérapeute et entraîneur. Et l'idée, c'est vraiment qu'ils apportent leurs connaissances, comment ils font avec leurs connaissances de kinésithérapeute et leurs connaissances d'entraîneur, pour justement permettre d'éviter les blessures lorsqu'on s'entraîne. Et ça va être principalement de la course à pied. Je vais me présenter succinctement. Donc moi, effectivement, je suis kiné, ostéo, je suis entraîneur depuis pas mal de temps, soit de façon officielle, soit de façon officieuse, mais depuis pas mal de temps. À côté de ça, j'ai une carrière de très haut niveau, parce que j'ai gagné les championnats du monde en 2009, donc peut-être une bonne partie de notre auditoire de ce soir était peut-être pas peut-être même pas sur deux pieds. Mais aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, j'ai cette carrière qui en fait, qui teinte pour beaucoup mon milieu professionnel et mes activités professionnelles. Et j'avais fait, en fait, en 2019, un mémoire dans le cadre d'un Master 2 où j'avais besoin de combler un espèce de syndrome de l'imposteur dans mes diverses casquettes et j'avais envie de valider, on va dire, un cursus universitaire parce qu'il faut savoir quand même qu'en kiné, jusqu'à peu,
La kiné était assez éloignée du monde universitaire et du monde scientifique. Moi, j'ai été diplômé de kiné en 2002, donc jusqu'à récemment, en fait, où la kiné n'était pas du tout en masterisant. Donc, moi, j'avais besoin d'avoir un peu un espèce de comblement de mon syndrome un peu de oui, mais moi, en université, j'ai pas fait grand-chose. Donc, j'ai voulu faire ce Master 2 que j'ai fait à Lyon et sur une thématique quitte à en faire un truc qui était quand même en lien avec mes activités et notamment, en fait, sur la charge d'entraînement et l'incidence sur les blessures de surutilisation en course à pied. Euh, L'idée, c'était de se servir un petit peu de ce que je pratiquais au cabinet et de voir si, euh, en gros, il y avait vraiment une corrélation ou une causalité. Alors, je reviendrai un petit peu sur les deux termes parce que c'est essentiel, entre la charge d'entraînement et le fait qu'on se blesse plus facilement ou de façon plus automatique en course à pied dès qu'on dépasse certaines quantités de charge. Et on s'est appuyé avec François et Alex qui m'ont bien aidé dans le traitement des datas, parce que vous allez comprendre rapidement à la fin pourquoi il y avait besoin d'avoir deux, trois notions scientifiques, et notamment mathématiques, sur la modélisation et les ratios de charge. Donc on va y revenir tout doucement. Euh, L'idée, c'est que voilà, en France, il y a beaucoup, beaucoup de courses à pied, beaucoup, beaucoup de cours à pied, et que si on regarde un petit peu dans la littérature, un peu plus largement, il y a une étude qui est sortie il y a très récemment là, sur de Run Safe avec Garmin, et il y a une proportion différente en fonction des pays, mais grosso modo, on pourrait dire que 50% des coureurs vont se blesser chaque année, que ce soit, et ça, à n'importe quel niveau de pratique. Alors après, on peut affiner en fonction des niveaux de pratique et des distances, mais globalement, 50% des coureurs vont se blesser tous les ans. Après, je vous laisse. Bon, effectivement, il y a une incidence un peu plus importante chez les débutants en fonction des heures de pratique, mais globalement, un coureur, soit il est blessé, soit il va l'être. Donc l'important, c'est pas forcément de ne pas être blessé, mais c'est surtout, et ça on y reviendra peut-être avec Robin et Antoine, sur ben, en fait comment on traite une première blessure, parce que la plus grande chance de se blesser, c'est d'avoir été blessé. On se blesse en course à pied, pas parce qu'on a un décalage du bassin, pas parce qu'on n'a pas les bonnes chaussures, pas parce qu'on court pas très bien, ça on va y revenir, mais simplement parce qu'on a dépassé notre capacité du moment à encaisser la contrainte mécanique en lien avec la course à pied. Ça, c'est limpide et il faut que ce soit véhiculé le plus largement possible parce que ça évite, et ça surtout, ça évite de perdre du temps dans la résolution des problèmes et dans les mises en place des stratégies thérapeutiques efficaces. Ça, c'est une infographie comme j'aime bien faire, mais surtout parce qu'elle résume complètement ce qu'aujourd'hui on est censé se battre au quotidien dans nos cabinets respectifs, à savoir qu'aujourd'hui, la blessure du coureur, elle est essentiellement due à la partie immergée de l'iceberg. C'est parce que j'ai trop fait, trop vite, pas assez préparé à un stress mécanique, je me blesse. Et donc ça, c'est essentiellement en lien avec l'entraînement. Alors oui, on pourrait après éventuellement débattre de est-ce que j'ai assez de force, est-ce que j'ai la bonne chaussure, est-ce que j'ai assez dormi, ainsi de suite. Ça, c'est des éléments supplémentaires, mais 90% du problème, il est en lien avec la charge et notamment qu'est-ce que je fais à l'entraînement. Alors la charge, qu'est-ce que c'est la charge? La charge, on la mesure de plusieurs façons. On a ce qu'on appelle la charge externe, donc c'est la caractéristique de l'entraînement, combien de temps j'ai borné, avec quelle vitesse, combien de dénivelé, et ça c'est mesuré par des outils externes. Et on a ce qu'on appelle la charge interne. La charge interne, c'est notre réponse de notre corps à cette charge externe. Comment, suite à cette séance-là, j'ai dormi, comment en fait mon cœur voilà, on pourra revenir après sur la variabilité de la fréquence cardiaque, mais comment en fait mon corps assimile cette charge externe. Et que maintenant, si on doit regarder un petit peu dans la littérature, la plupart des études, en fait, on a beau tourner le truc dans tous les sens, on a quand même besoin d'avoir ce ressenti qui est en lien directement avec ce qu'on appelle la charge Foster. Et la charge Foster, c'est finalement le temps, le volume de temps qu'on a passé dans notre pratique qu'on multiplie par nos RPE. C'est pour ça que c'est essentiel dans le cas des coureurs entraînés ou des athlètes entraînés de pouvoir avoir un retour et un feedback avec ce RPE parce que c'est ça qui va implémenter les datas en lien avec la charge. La charge, après, on va commencer un petit peu à jouer avec ça
et on va pouvoir distinguer plusieurs charges. On va avoir la charge hebdomadaire, donc c'est la somme des charges de la semaine. La charge aiguë, c'est la charge du moment. La charge, enfin du moment de la semaine. La charge chronique, c'est la moyenne des 4 dernières semaines. Et après, on va faire un ratio de charge, c'est-à-dire le ratio entre votre charge aiguë du moment et la charge chronique des 4 dernières semaines. Donc, ça vous donne, si vous vous entraînez avec une charge de 1000 et que votre moyenne des 4 dernières semaines est de 1000, vous avez donc un ratio de charge de 1. OK? Euh, Là, faut vous concentrer 3 minutes. C'est là enfin, c'est là le plus compliqué. On a différencié ce qu'on appelle l'ACWR, qui est installé actuellement chez Nolio, et le WMA. Donc l'ACWR, on prend les moyennes des 4 dernières semaines, non pondérées. C'est-à-dire que chaque semaine, malgré le fait qu'elles soient un peu plus éloignées dans le temps, ont la même importance dans la moyenne. Le WMA, c'est une moyenne mobile pondérée, exponentielle, c'est-à-dire qu'on va implémenter un coefficient enfin, supplémentaire en fonction de la semaine du ratio. C'est-à-dire que la semaine S-1 va avoir plus d'importance que la S-2 et plus d'importance que la S-3 et plus d'importance que la S-4. On va y revenir et on va voir, on va se poser la question sur effectivement est-ce qu'il y a une importance entre les deux. Pourquoi on s'est intéressé à ce ACWR? Parce qu'il y a eu des publications sur notamment les sport co. Alors pourquoi les sport co? Bah, tout simplement parce qu'un sportif qui est blessé, quand il est en sport co, il coûte beaucoup d'argent au club. Et donc on a dit bah, comment, en fait, les études, c'est pas compliqué. On pond des études, on cherche des études parce que à un moment donné, le résultat de l'étude va très probablement avoir un intérêt, soit économique, soit sur une stratégie économique. Donc on s'est aperçu finalement, donc ça c'est les travaux de Gabet, qu'il y avait un ratio idéal de charge pour diminuer le risque de blessure. Diminuer le risque de blessure, alors après, là, il y aura les détracteurs de Gabet, et j'en ferai presque partie je vous en expliquerai pourquoi à la fin, mais on est sur soi-disant un ratio qui serait prédictif du risque de blessure, 0,8, 1,3. C'est-à-dire que si vous avez un ratio qui est en dessous de 0,8, vous augmentez votre risque de blessure, selon Gabet, et au-dessus d'1,3, vous augmentez aussi votre risque de blessure. C'est-à-dire que quand vous sous-chargez votre semaine d'assimilation, vous êtes potentiellement plus à risque de vous blesser à la reprise, et quand vous augmentez de façon trop importante, au-dessus d'1,3, vous augmentez votre risque de vous blesser. Les publications, elles ont été essentiellement sur les sports co, comme je vous le disais, mais quand on gratte un peu la littérature, on avait trouvé deux études qui s'intéressaient au sport d'endurance. Celle de Johnston en 2019 qui s'intéressait essentiellement à des sports d'endurance, mais dans des populations totalement hétérogènes. On additionnait un petit peu des charges avec des carottes et des tomates, les nageurs, des coureurs, des cyclistes et l'aviron. Et l'étude de 2020 alors je le prononce Dishkwitz, mais vous ferez comme vous le sentez. Et lui, il s'est intéressé finalement à la course à pied, mais avec une notion importante, c'est-à-dire une définition de la blessure totalement subjective. Parce que, en fait, quand on veut faire de la science, il va falloir qu'on admette qu'il va falloir qu'on parle avec les mêmes outils. Et donc, l'outil principal que j'avais utilisé, moi, c'était l'outil principal de l'étude Delphi de Yamato. Donc, Yamato, une étude Delphi, c'est quoi une étude Delphi? Juste pour rappel, une étude Delphi, c'est on met des experts dans une pièce, on les laisse pendant un certain temps et on les laisse sortir quand ils ont une définition commune du problème posé au départ. Donc, la définition, c'était qu'est-ce qu'une blessure musculo-squelettique en course à pied. Et donc, ils sont sortis au bout de 3 ans et 2 jours. Et ils ont été d'accord sur le fait que c'était une blessure qui était localisée dans les membres inférieurs, qui entraînait un arrêt de la course à pied pendant au moins 7 jours ou 3 séances d'entraînement consécutives, et ou une consultation chez un professionnel de santé. Euh, ça nous a donné le cadre pour savoir si je suis blessé ou pas blessé. Mais je suis complètement d'accord qu'on pourra largement en débattre et largement un athlète de haut niveau, quand il est finaliste aux Jeux Olympiques, même s'il n'est pas dans le cadre de ces trois et où, clairement il est blessé. S'il a un inconfort. L'objectif de l'étude, donc, c'était tester finalement ce ratio de charge avec l'ACWR pardon, et le WMA sur une cohorte relativement importante parce qu'on avait quand même réussi à choper
700 coureurs. Je vous montrerai comment on avait réussi à faire cette prouesse technique. En fait, en lien avec une plateforme en ligne qui était Nolio, une blessure très objective qui était celle qu'on avait citée, et dans des conditions écologiques. Conditions écologiques, ça veut simplement dire que c'est les conditions du direct, c'est-à-dire qu'on utilisait vraiment une vraie plateforme, des vraies personnes qui s'entraînent et des vraies implémentations de charges en lien avec le boulot des athlètes. Transfert automatique des données bah, via Nolio, ça c'est pas très compliqué. Tutoriel en ligne pour enregistrer ce qu'on appelle une SRPE. Donc on faisait un petit tuto sur comment implémenter un RPE. L'algorithme d'inclusion et d'exclusion des blessures, c'est savoir si je me fais une entorse, si je suis blessé parce que je me suis pris une poutre en courant, ben non, ça rentre pas dans la blessure de surutilisation en course à pied. Donc c'était important d'inclure et d'avoir une capacité d'inclure et exclure les pathologies. Voilà ce qu'on avait mis en place dans le cas. Alors, c'était très à la mode le QR code. C'est un petit peu moins à la mode maintenant, mais c'était très à la mode parce que l'étude, elle date de 2019-2020. Donc, à cette époque-là, le QR code, c'était bien bankable. Ça s'est calmé. Euh, donc, voilà comment on avait réussi à mettre en place et que ça a implémenté directement avec des vrais coureurs sur la vraie plateforme. On a eu au total 702 coureurs, bon, 603 hommes et 99 femmes. Je pense qu'aujourd'hui, si on la faisait, peut-être que les proportions seraient moindres parce qu'à l'époque, il y avait peut-être un peu moins de contingent féminin. L'âge, on était autour de 34 de moyenne et 22, donc 22 en IMC, c'était correct. Finalement, c'était un processus de recrutement. Je vous passe les détails. Ça, c'était vraiment en lien avec quel processus on avait mis d'implémentation et comment en fait, on analysait statistiquement les résultats. Euh, donc, on a analysé plusieurs choses. On a analysé les blessures, la spécificité, la sensibilité et les risques relatifs de blessures. Je reviens juste simplement sur, parce que peut-être tout le monde n'est pas totalement initié à ça, la sensibilité, la spécificité, c'est très important. C'est très important dans le cadre des résultats. La sensibilité d'un test, c'est par exemple le portillon de l'aéroport. C'est-à-dire que le portillon de l'aéroport, il est excessivement sensible. C'est-à-dire que si vous passez le portillon de l'aéroport avec une pièce métallique, que ce soit un sabre ou une pièce de métal, quelle qu'elle soit, ça va sonner. C'est très sensible, mais ce n'est pas très spécifique. Un test très spécifique, par exemple, c'est le test de grossesse. Il n'est pas très sensible. C'est-à-dire que s'il est négatif, c'est pas sûr que vous êtes enceinte. Bon, pour nous, ça ne nous intéresse pas, on n'a que des hommes. Mais bon, bref, ça vous donne l'idée. Euh, S'il est négatif, c'est pas sûr que vous êtes enceinte. Par contre, s'il est positif, c'est sûr que vous l'êtes. Ça, c'est un test très spécifique. Ça aura son importance dans les 2, 3 slides qui arrivent. On a analysé le ratio de charge totale sur charge course à pied, ça sera aussi intéressant comme résultat. C'est-à-dire par rapport à quelqu'un qui s'entraîne un peu en course à pied, qui fait beaucoup de vélo, ou quelqu'un qui fait que de la course à pied, est-ce qu'il est plus à risque de se blesser? Ça, on y reviendra. Et l'observance, ça sera le plus important, c'est-à-dire comme c'était des conditions écologiques, ça veut dire, eh ben, en gros, on laisse faire l'athlète. Donc, est-ce qu'il est observant pour implémenter suffisamment souvent sa charge pour que finalement on puisse en sortir des résultats significatifs. Sensibilité, je vous ai marqué. Donc, dans notre cas, c'était la proportion des coureurs blessés bien détectés par le ratio. Et la spécificité, c'était la proportion des sujets non blessés qui avaient un ratio inférieur à 0,8 ou supérieur à 1,3 et de sujets qui avaient un ratio entre les deux. Et de là, on en a sorti la risque relatif de blessure. Je pense que j'en ai perdu quelques-uns, mais c'est pas grave. Accrochez-vous, le meilleur arrive. Euh, oui, alors, d'accord, il y a un sondage qui vient d'arriver rapidement. Pour ceux qui veulent répondre tout de suite, allez-y. Sinon, vous en foutez de le WMA, mais on y revient tout de suite. Euh, j'arrive plus à passer. Attends. Ah, ça y est. Dans notre cohorte, on avait réussi à récupérer sur 6 mois 105 blessures incluses, essentiellement au niveau du genou. Donc, on était complètement dans la littérature, enfin, ce que nous donnait la littérature sur le sujet. Globalement, on avait un risque de blessure de 4,2 par 1000 heures d'activité. C'était aussi intéressant parce que c'était à peu près ce qu'ils nous donnaient. Et la spécificité, on a trouvé, alors c'est là où c'est hyper important et qu'il va falloir qu'on débatte un tout petit peu. C'est-à-dire on avait une meilleure sensibilité sur la CWR que le WMA et une meilleure spécificité sur la CWR. Donc, dans nos ratios, la CWR, qui est implémentée aujourd'hui chez Nolio, était plus pertinent que finalement
pondérer les semaines en amont de la semaine du moment. Mais là où c'est hyper intéressant, c'est qu'on a une sensibilité de 79%. Cette sensibilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que par rapport à notre ratio et la CWR, notamment, enfin, bon, notre ratio de charge 0,8, 1,3, lorsque les athlètes se sont blessés, dans 80% du temps, ils ont fait des erreurs de charge d'entraînement. C'est intéressant, mais c'est ce qu'on appelle du rétrospectif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui, tu t'es blessé. Oui, si on regarde tes entraînements, globalement, la plupart du temps, tu vas effectivement 8 fois sur 10 dépasser le ratio de charge. On pourrait se dire, mais c'est super bankable. Oui, mais sauf qu'on ne vit pas dans le passé, on vit dans le futur. Et que ce qui nous intéresse, c'est la spécificité. Et la spécificité, elle est de 39%. Ça veut dire quoi, cette spécificité? Ça veut dire que, est-ce que si aujourd'hui, je dépasse mon ratio de charge, je suis sûr de me blesser? Et bien seulement dans 4 coureurs sur 10. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui fait n'importe quoi à l'entraînement, je suis moins bon que le D pour prédire qu'il va se blesser. Donc ça veut dire que la CWR, c'est un bon outil rétrospectif, mais c'est pas un bon outil de prédiction de la charge, prédiction, pardon, du risque de blessure. Bon, c'est un peu emmerdant parce qu'on avait l'idée au début avec cette étude-là, j'avais comme étude, comme idée d'implémenter un espèce de jauge de risque de blessure sur les montres directement. C'est-à-dire que vous implémentez vos entraînements et en fait, vous avez presque une jauge qui vous dit combien de, combien de pourcentage il te reste avant que tu risques de te blesser. Bon, bah, avec les résultats de cette cohorte-là, c'est pas génial. Mais on a quelques pistes. Cette piste, c'est celle-ci. Non, celle-là, je peux vous le laisser tranquille. C'est surtout l'observance qui nous intéresse. Pourquoi? L'observance, en fait, c'est que les résultats aujourd'hui, ils ont été quand même relativement imputés par le fait que on a peu d'athlètes qui ont fait une observance au-delà de 80%. Et que finalement, en gros, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que déjà, je pense que dans le premier cas, enfin dans la première éducation qui pourrait être faite pour diminuer le risque de blessure chez les athlètes, bah, ça pourrait être déjà qu'au moins ils remplissent forcément la charge. Et la charge, ça sera forcément avec un ressenti. Parce que si on mesure que la charge externe, on n'aura pas de bons résultats. Et les seuls résultats, ça sera la charge totale, c'est-à-dire la charge interne et charge externe. Donc l'observance, c'est-à-dire que si vous arrivez à vous forcer de façon systématique, ou si on bloque votre processus d'implémentation de votre entraînement dans la plateforme uniquement si vous avez répondu à ma sensation de pénibilité de mon entraînement entre 1 et 10, ça, en fait, finalement, on aura des valeurs et des datas de bien meilleure qualité qu'aujourd'hui on peut avoir. Donc, l'observance, je pense que c'est presque un petit peu le, 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 le- le cœur de cible du data scientist. Comment réussir à récupérer beaucoup plus de data de bonne qualité. Euh, un truc intéressant, c'était qu'on s'est aperçu que la pratique d'autres activités comme le vélo n'était pas protecteur et sur le risque pour la diminution du risque de blessure. C'est-à-dire que quelqu'un qui court 3 fois et qui fait du vélo, ou quelqu'un qui court 3 fois, il a autant de risques de blessure que le. Enfin, ils ont autant de risques de blessure. Ça ne veut pas dire que le gars qui fait du vélo, faut qu'il arrête le vélo parce que ça lui sert à rien. Il a potentiellement un avantage à faire du vélo, mais juste parce qu'il va s'améliorer d'un point de vue performance, mais par rapport au risque de blessure, il n'y a aucun avantage. On Voilà, a- ça c'est... Je me permets d'intervenir. Thomas, on avait une question là-dessus, Oui, sur la pertinence qu'il y aurait d'avoir un ACWR par sport. C'est-à-dire que sur Nolio, tu sais, c'est l'ACWR ouais. classique Foster. Est-ce qu'il aurait du sens d'avoir un ACWR bah aussi que course à pied, que vélo? Qu'est-ce que Hmm. tu en penses de ça? Bah, après, le problème, c'est que, en fait, aujourd'hui, je pense qu'on a beaucoup plus de facilité à générer de la data qu'à analyser de la data. Et que, oui, aujourd'hui, c'est intéressant. Je suis pas sûr que ce soit intéressant parce que en vélo, on a quand même, on n'a pas forcément un risque de blessure de surutilisation en vélo.
Globalement, c'est assez rare finalement qu'on se blesse en vélo. Par contre, le fait de faire du vélo va imputer notre capacité, enfin, va imputer notre ressenti post-effort en lien avec un entraînement en course à pied. Je m'explique. Le gars qui va faire du vélo le matin et qui va courir le soir, très probablement, sa séance du soir en course à pied va être plus pénible. Donc finalement, la charge engendrée par son activité du soir va être plus importante. Je pense que l'ACWR, il est très intéressant dans le cadre de la course à pied, euh, mm, parce- mais uniquement dans la course à pied. Je suis pas certain que multiplier des choux et des carottes, ça soit hyper pertinent. Ok, merci. Donc oui, en gros, pour terminer rapidement sur globalement cette étude-là, je dirais que c'est intéressant. Ça reste des résultats, ce qu'on appelle des résultats préliminaires. Donc souvent après les préliminaires, il y a quand même un truc un peu plus concret. Mais là, globalement, on en est resté au préliminaire. Mais ça nous donne une idée un peu intéressante oui, aujourd'hui, on a zéro étude scientifique qui valide qu'il y ait un modèle mathématique qui soit plus intéressant qu'un autre pour diminuer ce risque de blessure. Et la seule, je pense, capacité et facteur pour vraiment diminuer le risque de blessure, ça sera l'interaction avec, euh, avec finalement celui qui vous impose la charge. Alors si c'est une intelligence artificielle aujourd'hui, clairement, elles ne sont pas au point. Par contre, si c'est un WhatsApp ou une messagerie avec votre entraîneur qui peut réguler, ça me semble hyper pertinent et je pense que c'est de loin le modèle le plus efficace, l'interaction entraîneur-entraîné. Donc la CWR, pour les matheux, c'est bien. Pour les entraîneurs qui veulent surveiller pour pas que ça ait un risque de blessure, pour l'instant, pas super pertinent. Merci Thomas. Il y a quelques questions là suite à bah, du coup Ouais. ton intervention. Il y a pour la partie observance, quelqu'un qui demande si l'observance c'est la fréquence, enfin dans ton cas, est-ce que c'était la fréquence à laquelle l'athlète remplit le RPE? Mais je pense que c'est une bonne question. Moi, je ne crois pas que ça soit ça, mais Non, alors l'observance, c'est pas la fréquence. L'observance, c'est le fait de le faire déjà dans les bonnes conditions. Donc je rappelle pour le RPE, il a d'intérêt que quand il est rempli dans l'heure qui suit votre entraînement. Si vous, juste pour faire plaisir à votre entraîneur, vous les remplissez le dimanche soir pour dire, ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de lui mettre, il y a moins d'intérêt. Donc ça, on va dire, dans ce cas-là, le gars, il est observant, mais c'est perfectible. L'observance, non, c'est que du coup, on avait des semaines complètes où en fait, on a des trous dans la raquette. Donc finalement, bah, ça nous impute complètement les résultats en lien avec un calcul de charge. Mais quand tu veux savoir déjà si ta charge, elle va te blesser, faut au moins qu'on connaisse la valeur de ta charge. Donc l'observance, pour moi, ça reste le truc de base qu'il faut bah, implémenter de façon systématique et de façon automatique. Donc, pour moi, systématique, c'est pas compliqué. C'est courir avec un appareil connecté. Et de façon automatique, c'est bloquer le processus de transfert sur Strava ou sur Nolio tant que la personne ne l'a pas rempli. Merci Thomas. Il y avait une autre question. Comment, donc, dans ton étude, mais même je pense en général, noter le RPE, donc Ouais. entre deux séances très différentes, par exemple sur une VMA où finalement il y a 30 minutes d'activité, VS endurance fondamentale longue, je pense que c'est la question, elle est par rapport aux variations d'entraînement, d'intensité, ouais. d'intensité, ouais. Ouais. Alors, le RPE, ça n'a rien à voir avec l'intensité. Il y a une différence entre l'intensité d'effort et le ressenti d'effort. Le ressenti d'effort, si quelqu'un typiquement déteste faire des footings, il va mettre le RPE, c'est la pénibilité de votre entraînement. Ça n'a rien à voir avec votre intensité. Si j'ai fait 10 fois 400 sur la piste et que je me sentais super bien et que je kiffe faire ma piste et je kiffe, c'était juste génial, ma charge mentale en lien avec cet entraînement-là, très probablement, elle sera peut-être autour de 6 sur 10. Et j'ai pris une cuite, mais le lendemain, j'ai absolument envie ou besoin d'aller faire ma sortie longue de 2h30. Même si je vais pas vite,
ma pénibilité en lien avec mon entraînement, il sera de 8 sur 10. Donc, la pénibilité, c'est différent de l'intensité, quelle que soit la durée d'activité. Si je vais faire 3 heures en endurance fondamentale en ce moment à 3 degrés et qu'au bout de 30 minutes, je sens plus mes pieds et mes mains, quand je rentre, la charge mentale que ça m'a imposé d'aller faire ces 3 heures de vélo avec 3 degrés, elle est énorme. Par contre, j'allais pas vite. J'étais à 25 de maille. Super, ben merci. Du coup, merci ouais, pour cette présentation, parce que là, avec le sondage qui s'est lancé de manière un peu brutale, mais ça, en tout cas, les gens ont répondu et ils étaient 53% à ne pas connaître ni la CWR, ni la WMA, je me Le rappelle, WMA. le WMA. Du coup, je pense que ouais, ça a été très instructif pour beaucoup d'entre eux. Et du coup, je vais demander à Antoine si il est prêt à reprendre sa partie. Donc oui, désolé pour ces contretemps. Je vais aller un petit peu plus vite. Ouais, sur le travail, à la fin, enfin, ma méthode, ça a été de faire deux questionnaires, un pour les kinés et un pour les coachs. Donc, les kinés, il y avait 52 kinés qui avaient participé. Donc, c'était que des kinés qui prenaient essentiellement des coureurs à pied, enfin, en tout cas, des sportifs. 25% de leur patientèle, c'était des coureurs, donc qui se blessaient. Et puis sur les coachs, j'avais eu 10 coachs, donc que des coachs de Parnolio. Et là, sur l'incidence de blessures, on tombait de 0 à 10% sur un an. Donc bon, c'est pareil, c'est rétrospectif, on en fait un peu ce qu'on veut, mais c'était quand même assez significatif. Ça représentait un peu ce que j'avais vu empiriquement. J'ai poussé un peu le sujet sur les questionnaires et j'ai demandé au kiné c'était quoi la charge d'entraînement, enfin qu'est-ce qui blessait les coureurs. Donc 90% des athlètes, enfin des kinés disaient que c'était la charge d'entraînement qui blessait. Donc c'est à peu près ce qu'on retrouve dans la littérature scientifique. Et je leur disais, je leur ai demandé aux 52 de me définir la charge d'entraînement. Et c'est là où c'était assez intéressant, c'est que la plupart des kinés ne savaient pas définir la charge d'entraînement. Donc, il y avait une partie qui disait que la charge d'entraînement, c'était uniquement la charge externe, et sinon, les autres ne savaient pas du tout ce que c'était. Donc, ils sont d'accord sur le fait que c'est la charge d'entraînement qui blesse, mais ils ne savent pas la définir. Donc, la charge d'entraînement, c'est la charge externe, donc tout ce qui est lié à l'entraînement, c'est-à-dire enfin, les caractéristiques de l'entraînement, donc la durée, ça va être la fréquence, ça va être l'intensité, donc voilà, et la charge interne. Donc là, c'est toutes les adaptabilités du corps, tout le système nerveux autonome, la fatigue, le sommeil. Et c'est quand on prenait ces deux, c'est quand on prend ces deux ensembles-là qu'on arrive à avoir, enfin en tout cas à connaître un peu la charge d'entraînement et la prévention des blessures. Au coach, la même question. Ils étaient aussi d'accord sur le fait que ce qui blessait, c'était la charge d'entraînement. Et je leur demandais, est-ce que quand il la définissait, là, ils disaient tous que c'était la charge externe plus la charge interne. Et par la suite, je leur ai demandé, Antoine, est-ce que... Ouais, je crois que on n'est pas passé sur la diapo d'après. On est toujours sur le ok, niveau de la excuse-moi. méthode. Voilà, pas de souci. Ouais, Merci. Merci. voilà, pardon. Et donc là, j'étais sur les... Ouais, j'ai un peu changé, mais je pense que... Hop. Parce qu'on était sur la stratégie des coachs. Et donc, les coachs, eux, arrivaient à bien dire que c'était la charge externe et la charge interne. Et je leur ai demandé, est-ce que vous utilisez des outils qui vous permettent de prévenir des blessures? Et là, ils utilisaient tous au moins le RPE ou la sensation. Ils avaient pour la plupart aussi utilisé le HRV, enfin le VFC, la variabilité cardiaque. Ils regardaient aussi la dérive cardiaque à l'effort, la FC cardiaque de repos. Pour certains coachs, ils mettaient aussi en place des questionnaires sur le sommeil, des questionnaires psychologiques. Donc, il y avait quand même tout un panel de techniques pour prévenir les blessures. Et quand on demandait aux kinés, donc déjà, pour eux, bon, je redis, ils étaient vraiment que sur la charge
enfin la charge externe. Donc, quand leur athlète était un peu mieux et qu'ils le remettaient à la course à pied, c'était par des feuilles volantes et c'était bon. Juste, je quantifie la charge, donc la distance, l'intensité assez rapidement. Et de toute façon, c'est pas au kiné de le faire, c'est au coach. Et je pense que c'est en ça que on va avoir beaucoup de blessures derrière et qu'il y a vraiment un écart entre ce qu'on voit chez le kiné et ce qu'on voit avec le coach. Et c'est en ça que les kinés pourraient vraiment s'approprier les, les techniques des coachs. Donc d'apprendre un peu de juste de demander à leur athlète qui repart son RPE d'effort. Donc là, Thomas, j'ai pas pu tout entendre parce que mais sur le RPE, de demander la cotation d'effort sur chaque effort. Parce que beaucoup d'athlètes, on leur dit bon, tu repars à l'entraînement et en fait, ils refont exactement le même schéma qu'avant blessure. Ils repartent trop fort, trop vite. C'est ce que disaient beaucoup de kinés. Et en fait, ils se blessent. Donc, je pense qu'en ça, c'est assez intéressant d'utiliser tous ces signaux. Il y a des signaux beaucoup plus simples que d'autres. Je pense que le RPE, la sensation, c'est vraiment une base où on peut vraiment s'y fier. Ça donne déjà un axe de réflexion. Si l'athlète, ça fait 3, 4 séances qui nous met un RPE dur, alors que d'habitude, c'est des séances faciles, on peut déjà deviner une fatigue importante globale. Pareil pour les sensations, ce qui est un peu différent. Alors, je ne sais pas sur la différence entre sensation et RPE. Euh, les sensations, on peut très bien faire une séance qui est difficile avec des super sensations et des sensations vraiment pourries sur une séance très facile. C'est deux choses différentes et ça va nous donner vraiment une cartographie de fatigue de l'athlète. Ensuite, si maintenant tous les athlètes courent avec des fréquences cardiaques, des ceintures de fréquence cardiaque, suivre l'athlète au long cours et de voir un peu qu'est-ce qui se passe au niveau de sa fréquence cardiaque. Pourquoi pas faire quelques tests sous maximo pour voir la dérive cardiaque selon la fatigue. Je pense que tout ça peut être utilisé. Après, c'est ce que mettaient en place les kinés, c'est que c'est pas forcément leur travail. Et puis, c'est très chronophage de faire ça. Ils sont pas rémunérés pour. Et c'est dommage parce que je pense qu'on peut on peut amener la kinésithérapie et en tout cas le kiné vers un petit peu de coaching, comme fait Cap Prévention, ce qui va vraiment limiter les blessures. Ça va peut-être permettre aussi aux athlètes de mieux se connaître, de mieux utiliser leur entraînement sans se blesser, d'être plus progressif. Et en ça, donc, on les retrouverait moins en cabinet. Faut pas oublier un athlète qui progresse, c'est un athlète qui ne blesse pas. Donc, en partant de là, il faudrait mettre tout en œuvre, que ce soit du kiné, du coach et de l'athlète lui-même, pour connaître les signes indicateurs de fatigue et pour que l'athlète ne se blesse pas. Donc voilà à peu près mon travail et je vais vous laisser là-dessus parce que c'est un petit peu compliqué de se concentrer. Merci Et j'en suis Antoine. désolé. Merci Antoine. Ton mémoire, nous, bah, je pense nous on l'a vulgarisé sur le blog Nolio et puis il est aussi disponible en téléchargement. Donc pour ceux que ça intéresse, voilà, vous pourrez aller le télécharger pour ça rentre un petit peu plus dans les détails. Voilà, vu qu'on a déjà pris pas mal de temps ce soir, je vais passer directement la parole à Théo pour enchaîner. En tout cas, merci Antoine et puis bah, bon Bah, courage désolé. Ouais, je te remercie. pour, euh, pour ce soir. Si, dans le, juste avant, si dans, J'écouterai le replay Ouais, bien sûr. de Théo comme ça. pas de souci. Ah, Pour les ah, participants, si dans le chat, je vois qu'il y en a qui disent que, bah, Antoine, il a dit que la plupart des kinés, ils n'utilisaient pas des outils de quantification de charge, mais ceux qui ont un kiné qui, oui, en utilise, si vous pouviez les noter dans le chat, comme ça nous permettrait de voir, voilà, et d'animer, voilà, de voir un peu les différentes pratiques professionnelles. Moi, j'aurais des questions, mais peut-être après l'intervention de Robin, je pense. Mais en lien avec justement l'utilisation de la charge pour les kinésithérapeutes. Ouais, on peut y revenir juste après. Vas-y Théo, tu peux y aller. Ah, Théo, pardon, excuse-moi. Ah Théo Robin, c'est toujours compliqué. Les doubles Ouais, j'ai prénoms, l'habitude, hein. Ça, c'est pas un souci. c'est difficile. Est-ce que vous voyez bien mon Alors, en écran? plus, à chaque fois, il y a écrit Robin. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Ouais, c'est bon. C'est super.
Voilà, ouais, je vais faire une présentation rapide. Déjà, bah, merci beaucoup à Thomas qui a bien présenté du coup la charge de l'entraînement qui reste globalement le facteur numéro un de blessure chez le coureur. Donc c'est bien de refaire un petit point là-dessus. Et puis Antoine aussi, via son mémoire et la petite étude qu'il a menée, bah, il met bien en avant la problématique qu'on rencontre au cabinet. On est vite très limité par la prise en charge des coureurs. En gros, on les soigne. Et quand on leur dit reprends la course à pied, là, ça devient un petit peu problématique et on manque de moyens techniques et de temps pour suivre les coureurs en dehors du cabinet. Du coup, je fais une présentation très succincte. Je suis kiné du sport, j'ai fait un master 2 en ingénierie de la santé. Du coup, je suis aussi coach en trail running. Je suis cofondateur de Cap Prévention. Et puis, je cours un petit peu à côté aussi, en trail, principalement en Savoie. Voilà. Alors, pour présenter rapidement la structure, c'est un petit peu spécial pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un mix entre en fait de la kiné en cabinet et du coaching en ligne. Donc, on s'est spécialisé dans le suivi de sportifs d'endurance et ça, c'est plutôt à distance. Donc, on fait des suivis individuels et personnalisés via Nolio. On fait aussi en présentiel des journées de testing et des suivis d'équipes amateurs et pros sur des compétitions ou des stages. Et voilà, c'est comme j'avais noté sur le plan. On a créé ce concept parce que ça ne correspondait pas à nos attentes, la pratique en cabinet. On voulait créer notre suivi idéal et le plus complet possible pour suivre principalement les coureurs. Le but de ce soir, c'était de vous présenter les éléments clés à nos yeux pour la prévention. C'est une liste non exhaustive. On a mis 6 points principaux. Le premier, c'est faire un bilan initial complet, que ce soit en présentiel ou en distanciel. Donc, le but, c'est d'analyser les points forts et les points faibles de chaque athlète, mais aussi de faire du dépistage d'autres pathologies. Donc là, je parle du sommeil, de l'anxiété et la dépression, de la disponibilité énergétique. Donc ça, c'est en lien avec les syndromes REDES que certains connaissent qui peuvent parfois mener à des fractures de fatigue. En fait, comme on échange énormément avec les athlètes, c'est à nous de poser des questions et de sensibiliser les athlètes à ça et de les réorienter vers des professionnels spécialisés, donc vers des nutritionnistes, vers des gynécos, ça peut être vers des préparateurs mentaux, ça dépend vraiment de leurs problématiques. On peut aussi se servir d'outils de suivi qui sont vraiment spécifiques à chaque athlète. On y reviendra juste après. Une programmation détaillée, adaptée, savoir gérer des douleurs et des gènes. Bon, ça, c'est la partie un petit peu kiné. On va vous présenter aussi un outil qu'on utilise beaucoup, c'est les routines hebdomadaires. Donc ça, c'est un concept assez clé qu'on utilise. Et puis, on finira par l'échange coach-athlète qui, de toute façon, c'est la base, c'est la réactivité et l'adaptation. Et ça, il n'y a rien qui peut le remplacer. Pour reprendre rapidement le bilan, le but, c'est de réaliser des tests c'est assez protocolaire, assez répétitif d'un athlète à l'autre pour pouvoir les comparer entre eux. Et puis, le but, c'est de répondre à des questionnaires, comme je disais tout à l'heure, principalement pour dépister des problématiques qui sont un petit peu autres à la kiné directement. Et puis, le but, c'est de faire une analyse de toutes ces données, de faire un entretien avec l'athlète et de définir ensemble les points faibles, les points forts, et puis surtout les axes de progression pour la saison et les mois qui vont arriver et de se mettre d'accord sur une ligne de conduite et puis de travailler principalement sur les points faibles, évidemment. Et puis les points forts, ben, on peut juste chercher à les entretenir pour pas qu'ils se dégradent, mais ça ne sert à rien de passer des heures et des heures à essayer de les améliorer si c'est une qualité qui est déjà très développée chez l'athlète. On fait aussi des testings en présentiel et du coup, on essaye vraiment d'avoir une approche holistique, de ne pas regarder que la charge d'entraînement, mais aussi de regarder tout ce qui va autour. Donc, on aime bien faire une analyse de mobilité, savoir comment l'athlète bouge. Ça, c'est un peu tiré, même si des fois c'est critiqué de la formation FMS, si certains connaissent en tant que kiné. Et puis, par exemple, on essaye aussi d'évaluer les facteurs de risque sur les instabilités chroniques de cheville. Donc là, on voit au milieu, c'est le SHT, le Lateral Hop Test, LHT, et le SEBT à droite, c'est des tests d'évaluation fonctionnelle d'instabilité de cheville. Donc ça, c'est issu des travaux de Brice Picot et ses collaborateurs, et ils ont sorti une application Uncle Go 2 que je conseille vivement à tous ceux qui encadrent des sportifs, en tout cas, et c'est vraiment primordial, surtout chez les trailers qui font du dénivelé et du trait technique. Pour l'Eco-Trail de Paris, ça va. Pour aller sur des sentiers comme Beldon, c'est un petit peu plus compliqué. On utilise aussi une évaluation de la force isométrique maximale. Donc pour ça, on se sert de dynamomètre. On va chercher principalement 3 données. Ça va être de comparer
la jambe gauche et la jambe droite, voir s'il y a une grosse asymétrie sur certains groupes musculaires des membres inférieurs. Donc, par exemple, une grosse différence entre le quadri droite et le quadri gauche. On peut aussi calculer les ratios. Donc là, ça va être les muscles agonistes, antagonistes. C'est-à-dire, par exemple, je vais évaluer la force de mon quadri, la force de mes ischios et voir si le ratio est équilibré. Et on va aussi pouvoir comparer les athlètes entre eux en ramenant leur force au poids de corps. Évidemment, si un athlète il développe 100 kg de force, mais qui pèse 90 ou s'il pèse 70, ce ne sera pas du tout la même valeur derrière. Et du coup, en fonction de ça, on va réorienter tout ce qui est renforcement tout au long de la saison. Et puis, on fait aussi des analyses qui sont sûrement l'avenir un petit peu de la kiné, en tout cas de la kiné du sport, c'est des analyses sur les plateformes de force. On va pouvoir avoir des données très précises sur la qualité des sauts. Donc là, il y a une partie prévention et une partie performance. Sur la partie prévention, on va essayer de voir s'il y a un gros déséquilibre droite-gauche. On essaye souvent d'avoir un pourcentage d'asymétrie inférieur à 10%. Et puis sur le côté performance, c'est voir, bah, OK, mon athlète, là, il saute à 25,6 cm, mais le meilleur que j'ai mesuré, il est à combien par rapport à son sexe, par rapport à sa tranche d'âge et aussi par rapport à sa pratique. Difficile de comparer des skyrunners à des ultra-trailers. On essaye de faire des sous-catégories pour que ça soit le plus pertinent possible. Et on peut aussi évaluer les stratégies motrices avec les courbes. Et là, c'est plutôt d'un point de vue qualitatif. Voilà, donc ça c'était le premier point qui était assez long, c'est vraiment le côté kiné qui ressort, c'est vraiment faire un gros bilan pour savoir où on se dirige et surtout mettre en avant les points faibles de chaque athlète. Pour les outils de suivi, on se sert d'outils comme le volume d'entraînement. Donc là, ce n'est pas la charge, c'est que le volume. Ça va être de définir en début de semaine et que ça soit visible pour l'athlète le nombre de kilomètres hebdo et le dénivelé hebdo à faire. Donc ça, c'est assez important. Comme ça, l'athlète, lui aussi, peut ajuster en fonction de sa semaine s'il a des petits changements. On peut aussi faire une analyse de la charge effectuée. Donc ça, c'est sur les protocoles de remise en charge progressive. Donc là, par exemple, c'est pour une tendinopathie, on voit que la distance hebdomadaire, elle augmente très graduellement. Donc là, on est sur 2 mois et demi. Et puis, on voit aussi en parallèle que le dénivelé, il augmente graduellement sur 2 mois et demi. En fonction des gènes ou des sensibilités des athlètes, on peut choisir des scores spécifiques. Là, c'est pour le VISA A, c'est pour les tendinopathies d'Achille, et les VISA P, c'est pour les tendinopathies patellaires. Donc, c'est comment on met en avant les gènes fonctionnels des athlètes. Et ben, on fait un score. Le score VISA A, c'est sur 100. Le score VISA P, c'est sur 130. OK, bah, mon athlète, la semaine 1, il est à 90. La semaine 2, il est à 80. Et ben, il a dégradé. Par contre, s'il est passé à 97, il est quasiment asymptomatique. C'est qu'on est vraiment dans la bonne direction. Et ça va permettre de réorienter l'entraînement par la suite. Évidemment, il faut choisir l'outil le plus pertinent. Il peut y en avoir un ou deux ou trois même, le plus pertinent pour chaque athlète, mais ça dépend du tableau clinique et de ce que vous avez repéré chez vos athlètes. Donc ça, c'est plutôt sur la partie personnalisée et adaptée qu'on peut proposer à tous les athlètes. Donc ça, c'est ce que font tous les coachs. Qu'est-ce qu'on va mettre dans la semaine? Et surtout, il y a un truc qui est intéressant avec Nolio, c'est de pouvoir être progressif dans les exercices qu'on va proposer aux athlètes. Et donc là, on va pouvoir mesurer tous les paramètres des exercices. C'est comme en course à pied, on va pouvoir jouer sur différents paramètres. Ça va être l'exercice qu'on choisit, le nombre de séries, le nombre de reps, le temps de récup, l'angulation, la charge additionnelle, le tempo et aussi les intentions qu'on peut demander à notre athlète. Bon, il y en a peut-être d'autres, je ne sais pas si j'en ai oublié. Et du coup, voilà, ça se permet d'être très progressif et vraiment aussi de faire une espèce de quantification de la charge, mais pour l'entraînement. Pour faire aussi un entraînement bien carré et comme il faut, avec les outils d'analyse, ça nous permet de voir si les athlètes ont bien respecté les consignes. Là, on voit sur la petite infographie à gauche, enfin le screen à gauche, on voit que l'athlète il a fait un protocole, une séance pardon, d'alternance marche et course, donc on voit qu'il a bien respecté. Et là, on le voit par la différence de cadence et la différence de vitesse. Et donc, en fait, on va regarder les retours en fonction de la pathologie et de la sensibilité, enfin,
non, on parle plutôt de prévention, donc c'est pas vraiment des pathologies, mais peut-être de la sensibilité de chaque athlète en fonction de ses antécédents. Par exemple, s'il a un tendon d'Achille qui est un petit peu sensible, on va faire attention sur les pourcentages de pente qu'il va courir en montée. On va voir s'il a mis de l'intensité sur une pente douce ou sur une pente raide. Ça ne sera pas les mêmes contraintes au niveau du tendon si on prend cet exemple. Et puis aussi, on a un retour très précis des séances avec, comme Thomas disait tout à l'heure, sur la RPE. On a aussi les sensations et d'éventuels commentaires qui peuvent être intéressants pour faire un débrief qualitatif des séances. Ça, c'est un truc qui est vraiment primordial et c'est très kiné, mais je pense qu'il faut aussi que la plupart des coachs se sensibilisent à ça et que ça soit de manière automatique, c'est de savoir communiquer avec l'athlète. Et en fait, aujourd'hui, c'est difficile de dire à un athlète, ne t'inquiète pas, avec moi, tu ne seras jamais blessé. Ça, c'est impossible. Si un kiné vous dit ça, c'est de la fumisterie, très clairement. Le but, c'est par contre d'adapter et d'éviter que les gènes se transforment en blessures. Comment ça se passe? L'athlète vous déclare qu'il a une gêne qui apparaît progressivement ou de manière soudaine, donc potentiellement une gêne ou une blessure traumatique. Je vais venir faire des tests pour être sûr que c'est cette structure qui est problématique ou non. Et directement, on va pouvoir réorienter l'entraînement et lui permettre de faire le reste de sa saison de manière la plus normale possible. Ça, c'est un outil aussi qui est très pratique avec Nolio. C'est pour toutes les pathologies de surutilisation, principalement les pathologies tendineuses. N'hésitez pas à mettre des routines à vos athlètes. Et donc, les routines, c'est quelque chose que les athlètes peuvent faire 4 à 7 fois par semaine. Et puis, le but, c'est vraiment d'augmenter graduellement de semaine en semaine les contraintes qu'on propose à l'athlète, notamment sur les exercices. Là, on voit ici sur la semaine 1, donc ça, c'est pour un tendon d'Achille et un tendon patellaire. On va voir qu'au début, c'est principalement de l'isométrie et du dynamique très lent, et qu'à la fin, on va finir par des choses beaucoup plus intenses, avec notamment de la pliométrie, c'est ce qui est le plus contraignant pour les tendons. Et enfin, on arrive sur la fin. Pour nous, l'essentiel de la prévention, ça passe par l'échange entre le coach et l'athlète, en plus de tous les éléments précédents. Et ce qui est important, c'est d'adapter constamment le plan de l'entraînement en fonction de l'athlète, de ses douleurs, de ses fatigues, de ses sensations, des imprévus, etc. Et donc, rien ne remplacera cette interaction coach-athlète. Pour nous, le meilleur outil de la prévention, c'est la communication et l'adaptation rapide du plan d'entraînement. Voilà. Et je voulais peut-être te proposer un exemple de présenter le cas pour un tendon d'Achille, mais je ne sais pas si on a le temps ou pas, ou si c'est pertinent. Sinon, c'est bon pour Ouais, si c'est 2 minutes, vas-y, hein. ça passe? Ok. Donc en fait, là, je voulais prendre le cas d'un trailer qui, au début du printemps, va reprendre un peu les intensités en côte. Et donc, on va peut-être lui mettre un travail de PMA de puissance en côte, en gros de la A5 ou I5 en fonction des nomenclatures. Et ça peut arriver que son tendon d'Achille il soit un petit peu sensible en côte. Et du coup, ce qui peut être intéressant, c'est de soit transférer ces intensités sur home trainer ou alors peut-être rester sur de l'intensité I4 à 4, voire I3 à 3. Et à côté de ça, on va pouvoir lui proposer une quantification des intensités en bosse sur plusieurs semaines et aussi lui proposer des routines de renforcement pour son tendon d'Achille. Mais aussi, pour objectiver tout ça, c'est mettre en place un questionnaire de manière systématique. Le lundi, par exemple, on va mettre le visa le lundi de S1, S2, S3, S4, S5. Et quand les symptômes se calment petit à petit, on peut faire une semaine sur deux. Et après, pour peut-être le reste de la saison, comme on sait qu'il peut avoir des petites sensibilités, bah, mettre de manière routinière, de manière mensuelle, ce questionnaire. Voilà. C'était pour un petit exemple assez classique qu'on peut retrouver chez les trailers. Et du coup, bah, je vous remercie pour l'écoute. Et puis, je remercie aussi Nolio pour l'invitation. Eh ben, merci à toi du coup. J'en profite et on a une question qui, à mon avis, va pas mal dans le cadre de ta présentation. De Ouais. Laurent qui demande est-ce que vous avez déjà évalué l'incidence des variations de masse corporelle sur les blessures des membres inférieurs? Plutôt, et il précise évidemment plutôt la prise plutôt que la perte, mais je pense qu'avec les fêtes qui approchent, on est tous concernés. Je sais pas. Salut Laurent. Aucune idée. Pour le coup, on n'a jamais fait de différence.
on essaye, en tout cas à distance, de pas trop parler de poids avec les athlètes parce que c'est souvent un sujet qui peut être amené à des dérives là-dessus. Donc, perso, je demande pas trop le poids à mes athlètes. Et du Moi, coup, j'ai deux, trois notions. Je pense que la notion de poids, en fait, faut toujours se poser la question de quelle est la cause de la prise de poids ou quelle est la cause de la perte de poids. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, souvent, en fait, les gens, ils pensent qu'ils se blessent plus parce que ils ont pris du poids. Mais souvent, tu te blesses plus parce que tu prends du poids, parce que tu en fais moins. Et que quelqu'un qui fait de la muscu et qui prend du poids, globalement, il va se blesser moins. Donc, du coup, il faut toujours se poser la question de la cause de la prise de poids ou l'inverse. Donc, là, la question, elle est trop floue pour répondre de façon trop précise, hein. Mais de toute façon, qu'il est M3 ou M4, globalement, il faut qu'il parte du principe que l'andropause va jouer pour lui et que globalement, il est parti pour un long processus de sarcopénie, c'est-à-dire un long processus vers de moins en moins de muscles dans ses membres inférieurs. Ça a commencé par les fesses, puis ça va faire les mollets. Donc, a priori, pour la prise de poids au niveau des membres inférieurs, il est tranquille, il ne va pas en prendre. Merci Thomas. Mais il y avait une autre question pour toi de Lilian. Ouais, Sur l'étude qui demandait si je pense qu'il rebondissait sur le côté ouais. bien pour regarder le passé, mais pas pour regarder l'avenir de la CWR, qui disait que dans ton étude, est-ce qu'il n'y aurait pas eu un biais sur la mauvaise estimation du RPE des futures séances des athlètes par l'entraîneur? Et donc, par exemple, il sous-estime le RPE complété par l'athlète et donc mal anticiper une surcharge. Non, parce qu'en fait, dans ce cas-là, l'étude, elle n'était pas faite sur est-ce que votre plan d'entraînement est bien fait. Elle était sur est-ce que, en fait, vous vous blessez avec votre entraînement et on mesurait, en fait, rétrospectivement la charge que tu as fait. Après, ça pourrait être intéressant, et là, ça peut être le cas d'une autre étude, hein. Ça pourrait être le cas de est-ce que quelqu'un qui a justement un entraîneur va se blesser moins que quelqu'un qui n'a pas d'entraîneur. Donc, ouais, ça, c'est vraiment, c'est un autre sujet d'étude, ce qui pourrait être intéressant également, hein. Mais aujourd'hui, réajuster le RPE par rapport au ressenti des semaines d'avant, bah, il n'y a pas un biais, c'est de l'intelligence. merci Thomas, du coup. Et juste, j'ai vu qu'il y avait une étude sur une question sur Trimp. Perso, je trouve que c'est hyper intéressant, Trimp. Donc la différence entre Trimp et Foster. Foster, en fait, donc on est d'accord que la charge, c'est le temps qu'on multiplie par le ressenti. Et Trimp, il n'y a pas du tout. Alors, c'est intéressant, oui et non. C'est-à-dire que c'est plus précis, finalement, en termes de charge et de quantification de la charge, parce que, mais uniquement de la charge en lien avec la fréquence cardiaque. Parce que TRIMP, c'est le temps que vous passez dans chaque zone. Ok, on rappelle, il y a les 5 zones, zone 1, zone 2, zone 3, 1, 4, 5, enfin 6, 7 si on fait de l'anaérobie, mais bon, bref. Et que le TRIMP, c'est combien de temps je passe en zone 1, combien de temps je passe en zone 2, et ça vous donne une charge de séance. Euh, c'est intéressant, je trouve, TRIMP, mais finalement, c'est un peu moins intéressant dans le cadre d'une étude, on va dire, plus protocolisée. Mais perso, moi, j'utilise bien TRIMP globalement pour estimer une difficulté d'entraînement. Ah, c'est Thomas. Après, nous, ce qu'on voit enfin, des retours qu'on a de coach, la limite aussi de trim, c'est que si jamais tu as une séance ou deux sans cardio, bah, ça fausse Bah, totalement. ouais. Oui, mais c'est comme l'observance, c'est toujours le même problème, c'est qu'en fait, à un moment donné, l'observance, quand tu marques pas ton RPE sur deux, trois entraînements, tu dis, ouais, ça passera, bah, finalement, ça te baisse ta charge aiguë du moment, et du coup, tu crois que t'es plus dans les clous alors qu'en fait, tu l'étais. Donc, non, après, le problème, il est simple, c'est que je pense qu'il faut un outil, et tout le temps le même outil. Ça, et l'outil utilisé de la façon la plus protocolaire qui soit. Ok, super, merci Thomas. On avait une question sur le score Visa. Alors, je sais plus à qui ça s'adresse. Ça doit être C'est à à Théo, Théo, ouais. ouais. Mm. Ouais. C'est un score que je glisse en PDF sur Nolio qui est enregistré. L'athlète, il répond à ces 10 questions. Chaque question va de 0 à 10. Il additionne ces 10 questions et à la fin, il met son résultat et ça permet d'avoir le score de manière assez rapide. C'est fait franchement en quelques minutes de la part de l'athlète.
Ok, mais c'est 10 questions qui sont standardisées? Ouais, c'est standardisé. Ouais, Mm. ouais, c'est un score protocolaire qu'on utilise beaucoup en kiné du Ok, sport pour Hmm. évaluer les tendons. C'est un truc assez classique. ok, ok. Bah, de toute façon, ouais, je suppose qu'en regardant du coup sur le net, il y a d'autres sources. Mm. Euh, Il y a une autre question aussi sur la partie HRV, donc qui est un peu plus large, mais je crois que tu voulais en parler, Thomas, sur le Bah, HRV à un moment. bah, le HRV, c'est pareil. Alors, c'est toujours pareil. Je pense que la qualité d'analyse du HRV, alors le HRV, hein, pour ceux qui sont pas forcément sensibilisés, c'est la variabilité de la fréquence cardiaque. C'est-à-dire que je pense que tous ceux, les 119 qui restent, ils doivent être au courant, mais peut-être que dans le tas, il y en a peut-être pas qui sont courants. Quand vous avez un cœur qui bat à 60 battements par minute, il n'a pas un battement toutes les 1, toutes les 1 seconde précise, c'est peut-être 0,9, 1,1, 0,8, 1,2. Et cette variabilité, globalement, plus c'est variable et plus vous êtes en bonne santé ou pas trop fatigué. En résumé, ultra simple, hein. Maintenant, est-ce que avec ça, bah oui, il y a des études qui ont démontré que l'analyse et la régulation selon le HRV diminuent le risque de blessure, mais c'est quand même toujours pareil. C'est toujours quelle capacité on a pour analyser le HRV. Bah ça, c'est quand même compliqué. Honnêtement, moi, je me sens pas légitime et capable de pouvoir adapter un plan d'entraînement avec le HRV. Ou alors, ça nécessite une interaction totale avec l'athlète et lui faire faire un protocole de prise du HRV tous les matins. J'ai connu, hein, quand j'étais chez ASICS en tant qu'athlète, j'ai fait chambrer avec Xavier Thévenard qui se levait en avance, qui prenait 1 minute en position assise, 1 minute en position assise, 1 minute en position debout, qui prenait son truc, qui envoyait ses RMSSD à Benoît Nave, qui lui est régulier, dit bah ok, c'est bon, aujourd'hui tu peux aller faire 1 heure et demie de footing. Mais je trouve que le truc est tellement aliénisant que je suis pas certain qu'à terme on y gagne en fait sur du long terme pour l'athlète. Et puis ça pose aussi la question de l'adhérence de l'athlète. Il faut qu'il soit Complet. engagé dans le processus et c'est pas forcément facile pour ce Ouais, genre de complet. protocole qui fait se lever plus tôt finalement. Bah, déjà, Ouais, comme on disait un peu au début, déjà qu'on arrive déjà peut-être pas toujours à avoir son RPE post-séance ou alors tout le dimanche. Alors, demander de se lever plus tôt pour le HRV, ouais, ça fait beaucoup d'un coup. ouais. Euh, Et, attends, je peux me permettre, mais Vas-y, je Antoine, ouais. pense que Thomas, tu dois savoir, mais c'est le docteur Schmidt qui a beaucoup travaillé là-dessus. Et puis un test HRV, c'est dans le texte, en tout cas, scientifiquement, c'est 5 minutes assis, enfin assis allongé au réveil après avoir uriné, et ensuite 5 minutes debout. Donc déjà, c'est 10 minutes. Et donc, dans mes souvenirs de cette étude, c'est que le HRV permet de mettre en valeur 5 notions de fatigue. Donc il y a 5 fatigues différentes. Et nous, les applis que nous avons, juste avec le score, un score de 0 à 10, souvent, c'est ça, c'est juste une seule des fatigues, des 5 fatigues. Après, c'est des courbes à analyser, etc. Donc, je trouve que c'est très anxiogène pour l'athlète. Bon, après, il y a des athlètes qui adorent les datas, donc pourquoi pas, mais c'est très anxiogène, c'est très proactif. Il faut le faire tous les matins dans les mêmes conditions. Donc, bah, moi, par exemple, avec un enfant dans bas âge, c'est impossible. Et donc, j'ai pris un peu de distance avec ça parce que au final, ça apporte pas énormément de choses, à part en plus te stresser le matin de ta compète. Si tu fais ton HRV, tu vois que tu es à 3 sur 10, c'est le meilleur moyen de planter, quoi. Donc, Bah, ça, Et- pour bah, je ça, trouve que c'est marrant parce que du coup, on l'a implémenté d'ailleurs. On a un système qui permet de cacher le score à l'athlète parce qu'effectivement, il y a un vrai effet. Bon, on l'a tous eu avec le score de Garmin quand on met sa ceinture, là, le score de forme, méforme qui peut apparaître sur la montre. Si le matin même, on te dit, tu fais un 10 bornes et on te dit 9 sur 10, tu vas performer. Si tu as t'as le même niveau de forme, ça te met moins 5 sur 10, tu vas peut-être sous-performer ouais, alors que tu as les mêmes jambes au départ, quoi. ouais. Donc, c'est clair que ouais. c'est un vrai biais, quoi. Sinon, Euh, Vas-y, Théo. ouais, sinon, maintenant, il y a des montres qui le calculent automatiquement la nuit. Alors, faut pas prendre la valeur comme étant très précise, mais s'il y a une tendance de plusieurs semaines qui chute ou qui augmente, on peut peut-être le prendre en compte. Ou alors, ce qu'il faut, c'est envoyer
automatiquement les données qui sont prises la nuit et que ce soit que le coach qui les regarde et pas l'athlète, pour pas qu'il Ouais, ait cet mais effet de moi, je haine trouve derrière. que je suis d'accord, hein, mais c'est comme si le jour où on va inventer un capteur pour dire pour savoir si tu as soif. Tu le Oui, sais. oui, oui. C'est qu'à Oui, un oui, moment non, mais donné, faut reconnaître. ouais, putain, j'ai acheté un truc exprès parce que comme ça me dit quand est-ce que j'ai soif. Mais en gros, je trouve qu'on en est à des trucs en mode, ouais, savoir si tu es fatigué. Bon, ah, ben, tu le sais bien à peu près. En fait, la problématique, c'est, nous, en gros, on est sur de la on est sur de la prédiction. Et en fait, là sur diminuer, on va dire, la fatigue chronique ou la contrôler. Et qu'aujourd'hui, les outils doivent être là pour, et c'est la charge, le modélisation de la charge, l'interaction avec l'athlète qui doit te permettre d'adapter ou pas. Maintenant, rajouter de la data en fait, on est en train euh, on va dire, déresponsabiliser l'athlète dans sa de conscience de ses sensations. Ça a commencé avec les GPS pour dire à combien faut que tu cours. Ah ouais, mais là, est-ce que je suis vraiment en aisance? Bah oui, oui, regarde, la montre, elle me le dit. Mais non, mais tu le sais bien, en fait. Est-ce que tu es en aisance? Est-ce que tu n'es pas en aisance? Et que là, maintenant, on est en train de surajouter de la data pour qu'au final, bah, on noie le poisson, quoi. Merci. On va peut-être terminer sur. Je crois que Thomas, tu voulais revenir sur le côté kiné et coaching tout à Ah oui. l'heure. On peut peut-être terminer là-dessus, puis après, voilà, hop, bloquer Oui, toute la après, soirée. ça peut rebondir essentiellement sur plein de thématiques, hein. La première thématique, est-ce que pour 16,13 €, on est censé devoir analyser la charge d'entraînement, le RPE d'un patient et un patient qui vient à peu près tous les 3 mois parce que, il se fait mal à son tendon d'Achille parce qu'il gère mal son entraînement. En fait, elle est là, la problématique essentielle. C'est-à-dire que les outils, les compétences, les champs de compétences, ben oui, on a toutes les cartes en main pour pouvoir améliorer le système. Mais est-ce que le système, il est construit pour qu'il puisse être amélioré? Ça, j'en sais rien, hein. Et honnêtement, je suis d'accord que pour le kiné, c'est essentiel d'avoir un suivi, mais comment on valorise ce suivi? Voilà, la question reste ouverte. Je sais pas si vous avez un avis, Antoine, Théo. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec ça. Après, j'ai pas eu trop le temps de développer tout à l'heure, mais bon, là, c'est un peu plus calme. Mais je voulais finir, enfin, ça aurait été pour finir par ça, c'est que c'est ouvrir le débat sur est-ce que c'est à nous de le faire, est-ce que c'est intéressant, est-ce qu'il n'y a pas d'autres méthodes que de faire passer par la Sécu. Moi, je trouve que c'est Alors, non, après, c'est pas qu'il c'est n'y a pas parce d'autre que méthode. Est-ce que je te coupe? Alors, par contre, c'est sûr que c'en est une autre, puisque du coup, c'est interdit. si tu fais du déconventionné, Eh ben, du déconventionné, mais oui, mais c'est hors la pas par la Sécu. La Sécu. Sécu, ça n'en parle C'est ce que même j'ai pas, en dit. fait. C'est Non, mais c'est ce que je j'ai sais dit. pas. Hors Sécu. Est-ce qu'il y a une autre méthode? Ah oui, elle est même obligatoire. Oui, voilà, c'est ça, c'est ce que je t'ai dit. Ouais, Non, mais je ouais, t'ai dit hors sécu, si tu fais du déconventionné. Et là, tu ouais. accompagnes le patient. C'est en Ah ça oui, que je voulais dire, tu vois. complètement, ouais. Et je trouve que quand tu fais un suivi de A à Z, dans la compréhension de ton patient, dans la communication, dans l'explication des zones d'intensité, de ses perceptions d'effort, chacun est totalement différent. Et je trouve que tu amènes vraiment une plus-value à ton soin et à ton suivi, forcément. Donc c'est intéressant. Après, est-ce qu'on peut le mettre en place? Je suis d'accord sur tout ça, tu vois, et c'est bien problématique parce que je pense qu'on a des solutions pour améliorer le soin et améliorer le traitement des blessures et des récidives. Après, est-ce que on va avoir des solutions aussi financières derrière pour pouvoir le faire, le temps, etc. Tu vois. Mais voilà, c'était vraiment pour ça. C'est que quand tu commences à coacher, tu le sais bien, quand tu commences à coacher, tu vois quand même l'athlète de façon beaucoup plus globale et c'est quand même super intéressant de voir quel mécanisme il met et pourquoi il se blesse, quoi. Mm, Donc voilà, c'était ce questionnement-là, quoi. mm. Mais oui, mais le questionnement, effectivement, il est sur est-ce un patient qui vient, qui est blessé, est-ce que lui, il est à même de pouvoir passer, en gros, le petit truc en mode ok, mais j'ai bien compris j'ai bien compris finalement l'intérêt d'avoir un suivi plus complet, mais quand même, moi, je suis venu avec une ordonnance. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai.
Après, tu vois, quand tu le proposes, je sais pas sur Cap Prévention comment ils font, mais parce que j'ai pas pu écouter, Ouais, mais de d'ailleurs, là, comment vous tu faites peux. cap prévention sans rentrer dans les détails, mais quand tu as un athlète qui est blessé, en fait, en lien avec un diagnostic médical, comment vous le gérez ça? Ouais, nous, c'est complètement en déconventionnel. Il n'y a rien à voir avec notre cabinet, notre pratique qu'on a à côté en cabinet. C'est Mm. complètement dehors. C'est simple. Nous, c'est globalement des athlètes qui vont vers ou qui cherchent de la performance à leur niveau ou à un niveau, enfin, ou carrément qui cherchent à gagner des courses. Mais ça, c'est pas forcément à la Sécu de la payer. Et c'est des gens qui investissent et qui payent de leur poche. Et malheureusement, on le voit. Enfin, moi, je vois la différence par rapport au cabinet. Les gens qui payent de leur poche, et ben, ils sont plus sérieux sur leur suivi. C'est triste à dire. Ok. Mm. Voilà. Nous, c'est complètement en dehors du système de sécu. Parce que oui, effectivement, à 16,13 € de faire un bilan complet, de communiquer avec les médecins, de communiquer avec le coach, de faire du suivi des entraînements, de proposer un plan cohérent, de proposer des exos, de proposer du dépistage d'autres problématiques, euh, c'est pas possible. Ouais. Le problème, la grosse problématique, c'est qu'en ligne, quand même, tu peux pas faire d'ultrason. Ouais. Le Après, cabinet, la question, là, c'est pour bon. rebondir sur ce que dit Thomas, est-ce que Théo, tu as des gens qui viennent avec une ordonnance et à la fin, tu leur proposes un suivi et ils passent sur le suivi, tu vois? Moi, j'ai beaucoup d'athlètes qui, c'est comme ça que ça a commencé, tu vois? Ils viennent pour une blessure avec une ordonnance, tu leur proposes en parallèle un suivi, tu expliques les choses et tu leur dis, voilà, on va passer sur Nolio, on va avoir des choses à distance, mais des choses aussi au cabinet. Au final, bah, comme j'ai vu quelqu'un qui a mis une question là, c'est, oui, il faut que l'athlète se responsabilise et au final, quand tu leur proposes, je trouve que les athlètes sont assez preneurs de cette solution et comprennent que ça prend du temps, enfin, moi, maintenant, les athlètes, avec tous les médias sociaux, tous les réseaux, Instagram et tout, ils savent que enfin, ça commence à rentrer dans les mœurs de se faire accompagner pour pas se blesser, etc. Donc, je pense que tu as quand même des gens qui ont envie d'avoir cet accompagnement, même s'ils viennent avec une ordonnance. Ouais, bah, moi, je dissocie complètement cabinet de cap. Ah S'ils oui, viennent tu dis au ceci, ok. cabinet, je propose pas cap. Et si on a des fois, on a des demandes de gens qui nous contactent par mail, qui disent, ah, j'ai une ordonnance, est-ce que c'est pris en charge? On dit, bah non, désolé. Par Ouais, contre, si ok. on connaît Mm. quelqu'un qui est proche de chez eux, qui est formé, compétent, on les renvoie vers cette personne-là, qu'on Mm. connaît ou pas, quoi. Mais pour moi, il faut Ok, dissocier les deux et que ça soit clair pour tout le monde, c'est ce qu'il y a de plus simple. ok, c'est clair. Et bah super, bah merci à vous du coup. Si on termine ce webinaire sur cette réflexion philosophique autour du métier de kiné, Je sais pas si elle est philosophique, mais elle est économique. bah, Ouais. c'est la philosophie du métier, hein. C'est ouais, Ouais, ouais. ça vous Merci va, beaucoup. Parfait. Du coup, merci à tous d'avoir été là. Merci à nos intervenants. Et puis, le replay sera disponible là d'ici demain ou après-demain sur YouTube. On essaiera de vous passer les petites slides là. On va faire un article de blog qui résume le webinaire, je pense, et donc on les mettra à ce niveau-là. Voilà, merci à tous. Je sais pas si vous avez une dernière chose à rajouter ou pas du tout. Non, bah, bonne fin d'année à tous, en espérant que cette fin d'année soit à peu près propice aux bonnes résolutions de 2024, et puis que vous puissiez trouver un coach qui vous accompagne de la meilleure des façons. Après, prenez tout souvent, si vous prenez un kiné, prenez un kiné qui court. Si vous prenez un coureur qui a un bon réseau de professionnels de Le santé. coach. Ouais. Et ben, merci Thomas, merci Théo, merci Antoine, puis merci Pas Paul. de souci. Merci à vous tous. Bonne soirée. Ouais, objectif 2024, pas blessé. Ça peut être un bon objectif, Marine. Bonne Et soirée à être tous. Merci progressif. d'avoir été Et être là. progressif. Merci, au Allez, au revoir. revoir.